Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Petit à petit, nous parachevons la présentation de l'ouvrage de Ouattara Mamadi Numke, sa thèse sur les dégâts. L'histoire d'un peuple entre Ergour et Erakan. Les origines dans la période coloniale. Alors, les dégâts, c'est un peuple qu'on trouve en Côte d'Ivoire, notamment dans le département de Bondoukou, à Motiamo, à Zagala et à Burumba. Alors dans ce chapitre-ci, il indique que les mots dégâts ont vu leur pays, leur territoire, le Dégahare, être aussi le lieu de certains peuples voisins quand ceux-ci ont été confrontés à certaines difficultés. C'est le cas par exemple des Bono, de Tachiman, des Nafana du Bana et des Kolango de Badou. Bon, les Bono du Bana, les Bono de Tachiman, les Nafana du Bana et les Kolango de Badou, tout ça, ils sont en territoire du Ghana actuel. Voilà, c'est comme ça. Alors, il écrit, selon la Kwamuhene Nana Ousu Djare 2, Nana Ameao était le frère Kwachi Ameao, était le frère de Kwachi Ameao. Il devait lui succéder, mais celui-ci, n'ayant pas de frère pour le conseiller, proposa son neveu Tacha Kwame comme roi de Tachiman. Son nom de règne était Ameao Djamfi. Alors Tacha Kwame s'est réfugié chez les dégâts pendant les hostilités entre les Ashanti et les Tachiman, entre les Bonos du Tachiman. C'est le premier contact avec les mots dégâts de Pramboise. Voilà. Alors, il a été amené donc du pays Modega, spécifiquement de Prambomboise, pour être intronisé Tachimanhene. Donc cela veut dire qu'il a dû fuir son territoire et il est venu se réfugier en pays Dega, et c'est là qu'il a été intronisé comme roi de Tachiman. Il a ainsi lié des relations avec les mots Dega. Voilà. C'est cela. Alors selon la liste des rois Bono dressée par Kwaku Efa Djamfi, Tachi Kwame est le 8e roi de Bono Tachiman. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a eu d'abord le royaume Bono qui a été vaincu en 1722 par les Ashanti. L'espace du royaume Bono a été scindé en deux. Il y a le royaume de Nkuranza qui est tombé sous la tutelle et la gouvernance des Ashanti venus du territoire qu'on a appelé, là on les a appelés les... Je vais me souvenir de leur nom. Et puis maintenant, l'autre partie maintenant des véritables Bonos, c'est devenu les Bonos de Tachiman. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc, Tachi Kwame a été le premier roi du Bono Tachiman. Le roi du Bono Tachiman, il faut préciser. Parce que ceux de Nkuranza, comme je dis, ce sont des Amakom. Ce sont des Amakom qui sont venus diriger une portion du territoire Bono quand le Bono a été vaincu par l'Ashanti en 1722. Or, les Amakom, c'est une fraction du peuple Ashanti. Voilà. Alors, il est le premier roi Bono après la destruction de Bonomanso, justement, suite au complot de Bafopim, qui lui-même était un Amakom, qui était venu se réfugier dans le Bono. Voilà. Il a été vraiment traître au roi du Bono qui l'a accueilli comme réfugié. Voilà. Il y a également, dit le docteur Ouattara Mamadi Numke, quand Osei Bonsou, là c'est Osei Mensa Bonsou, il faut préciser Osei Mensa Bonsou. Parce qu'il y a eu Osei Bonsou Pani, qu'on a appelé aussi Osei Bonsou Assibé. Puis maintenant il y a eu Osei Mensa Bonsou, qui lui a régné entre 1874 et 1883. C'est de lui qu'il est question ici. Lui aussi, il a attaqué Tachiman sous Kofi Fofie après la guerre de Djuaben en 1875. Les Bonos se sont établis à Prabomboise avant de s'exiler au Diamant. Bon, voilà, donc c'est un peu cela. Alors, aussi, il parle des Sénoufos Nafana du Bana qui, semble-t-il aussi, vont venir s'installer sur des portions de terre des Modega. Alors, il écrit, le refuge des Nafana est la conséquence de la guerre qui s'est déclenchée
entre les Bronjama et les Nafana du Bana sous Sakiame, qu'on appelle aussi San Kwame, en 1882. Quand les Bronjama ont attaqué les Nafana du Bana, Sakiame avec son peuple s'est réfugié à Longoro. Les populations de Badou s'établissent à Urompo, à 4 miles, dont 64 km au nord de Wanti. Celles de Nsoko vinrent à Aboabo, non loin de Moissi. Les Modega de Tchara sous Kome donnent asile à un groupe de Nafana venus de Kabrounou. Ces nouveaux venus, dirigés par Han Lupa, fondent le village Ouela, situé sur l'axe New-Langoro-Kintampo. Voilà, donc quand tes voisins ont des difficultés, eux aussi ils viennent se réfugier en terre dégâts. En terre dégâts. Voilà. Il parle ensuite des dégâts et des Sénoufo Nafana que leur cohabitation quelquefois a été conflictuelle. Il dit d'après les traditions orales des Modega de l'actuel Ghana, le village Modega Djama était un village de population mixte qui était composé de Modega et de Nafana, donc de Sénoufo Nafana qui était majoritaire. Malheureusement, les velléités de domination ont abouti à un conflit armé. Les causes de cette guerre, selon les traditions orales de Bana, tiennent au fait que les Achantés venaient à Djama et faisaient des captifs. Le chef de Bana, Sakiame ou San Kwame, et son voisin et son cousin Han Kwame se sont mis d'accord pour payer afin de libérer les captifs. Ils ont payé comme rançon un plateau de cuivre plein de poudre d'or aux Ashantis. Voilà. Il dit le chef des Modega était Ladja. La conséquence du paiement et la libération des captifs était que Djama était annexé par Bana. Après la mort de Hakwame, son successeur, Sie Dongé, qu'on appelle aussi Sie Dongi, vient s'installer à Djama. Voilà. La population de Djama, qui était soucieuse de paix, pensait sans doute que Sie Dongé serait un tyran absolu. Les Modega vont se révolter, eux vont quitter le village sans tenir informé Sie Dongé. La tradition des Modega donne d'autres versions de ces mêmes faits-là. En effet, Djamakoro, chef de Djama, et Koro Kodjo Pambo, explique les raisons qui ont opposé les Modega au Nafana. Voici justement le propos de l'un de ces informateurs-là. Nous étions ici avec les Nafana. Les Nafana étaient plus nombreux que nous, les Modega. Cependant, les Nafana avaient l'intention de déposséder les Modega du trône de la chefferie. À cet effet, ils ligotèrent le chef Koro Pombo. Alors, la version émise par Djamakoro est admise par de nombreux détenteurs de la tradition orale des Modega. En fait, donc, il faut comprendre que ce qui s'est passé, c'est une lutte de leadership. Voilà, c'est une lutte de leadership entre les Sénoufo Nafana et les Modega. Voilà. C'est ce qui s'est passé en fait. Il raconte un peu les péripéties de cette guerre. Hein. Voilà. Maintenant, il parle aussi du conflit que les Modega ont eu avec les Wanti. Les Wanti, en fait, c'est une fraction aussi des Bono. Voilà. Alors, il explique ici que le conflit qui a opposé les Modega à Wanti s'est déroulé sous le règne du Wantihine Ntia Kwasi. Selon la tradition de Wanti, Ntia Kwasi est un régent. En effet, selon elle, à la mort du roi Anto, son successeur n'avait pas encore atteint la majorité. Excusez-moi. Cependant, Ntia Kwasi, qui était Djassehene, en fait c'est serviteur de la cour Djassehene, est choisi pour succéder à Ohine Anto. Donc en fait c'était pour une régence. Bon, il indique ici qu'il est le 5e roi de Wanti après Nana Tabrikou Antien Amaniampon. Nana Agné Amaniampon, Nana Don et Nana Anto. Il a succédé à cela. Mais je pense que dans ce cas, s'il n'est pas de la famille royale, il est considéré comme un régent. C'est un régent. Anoba était la sœur de Nkatia Kwasi. Celle-ci était mariée à
Nana Pito, Modega de Manchala. Anoba s'était disputé avec sa rivale. Elle porta l'information à son frère Nkatia Kwasi, qui instruit des personnes pour connaître les causes. Nana Pito était énervé de voir les envoyés de Tachi. Bon, pourquoi? Plus tard, Nana Nkatia Kwasi déclare la guerre aux Modega de Mansra ou Manchala, qui sont défaits. Nana Pito est capturé puis décapité. Wanti fait de nombreux captifs composés d'hommes et de femmes. Les hommes étaient tués tandis que les femmes étaient épousées par les hommes de Wanti. Cette guerre opposa Wanti à Mansra, donc aux dégâts de Mansra, sous le règne de la Santehene, Kwasi Obodom, selon la tradition orale de Wanti. Donc Kwasi Obodom, c'est celui qui a succédé à Opoku Ware. Donc on place la fin du règne, excusez-moi, vers 1700, vers 1750. Voilà, on place la fin du règne d'Opoku Ware vers 1750. Voilà. Voilà, effectivement, il a régné après Opoku Ware entre 1750 et 1764. En fait, moi je pense que cette guerre entre Wanti et puis les dégâts, en fait, c'est lié au fait que les Wanti, soumis aux Ashanti, fournissaient des troupes auxiliaires aux Ashanti. En fait, le Wantihene Dian a pris part aux côtés du roi Opoku Ware à la guerre de conquête de la Bandjama par la santé. De retour de cette campagne, les Wanti avaient le souci de voir croître leur population. Voilà. Et donc, sans doute, c'est pour ça qu'ils ont attaqué les dégâts. Voilà, c'est ça. Parce que, bon, c'était aussi quelquefois une façon, pour certains peuples plaquants, de faire croître leur démographie. Voilà. Ils faisaient des captifs pour faire croître leur démographie. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Donc, le docteur Munke raconte avec force détail ces événements-là. Voilà. Ces événements. Bon, quelquefois ici, bon voilà, par rapport à ce qu'il dit ici, les rois Ashanti quelquefois se mêlent un peu du choix dans la succession des rois ou des chefs des royaumes qu'ils ont vassalisés. Voilà. C'est comme ça. Alors, tout comme le premier récit, les Modega de Mansra rapportaient l'invasion et la décapitation de leur chef par le Wanti à la Santehene. Le Wantihene et ses anciens sont convoqués à Koumassi. Nana Nkatia Kwasi est mis à mort par la Santehene. Bon, il indique que, selon moi, à propos de la réaction de la Santehene, Nkatia Kwasi n'avait pas informé de ses projets et aussi les dégâts de Mansra étaient eux-mêmes sous la domination Ashanti. Mansra est sous la souveraineté Ashanti après la conquête du royaume Bandjama en 1740. Donc, ça dit que Wanti, comme les dégâts de Mansra étaient sous la domination des Ashanti, c'était des chefferies et des royaumes vassalisés. Mais en fait, c'est parce que les Akans en général faisaient quelquefois des incursions auprès des... En fait, faisaient des incursions pour attaquer les peuples qui sont de culture gour. De culture gour, pour en faire des captifs. Voilà. Ça aussi, c'est un fait qu'on a constaté dans l'histoire. Voilà. C'est pour ça que d'ailleurs qu'on voit l'attitude des Baoulés. Pour eux, tous ces peuples des zones savanicoles, ils appellent Kangadjura. Comme si tous sont Djoula. Non, Kangadjura, c'est-à-dire captif Djoula. Ouais, donc c'est un peu cette attitude déplorable là de certains groupes Akans vis-à-vis des populations, je veux dire, Gour, population Gour du Nord. Et puis, il parle de bouleversements sociaux dans la vie des dégâts, notamment l'influence Ashanti. Voilà, dans la vie des dégâts. Voilà, donc c'est cela. Et les Ashanti leur exigeaient des tribus. Ils devaient payer tribut. Voilà. C'est comme ça. Donc chaque année, surtout au moment de la célébration de l'Odura, c'est-à-dire la fête qui marque l'année nouvelle, ben, ils doivent fournir des tribus. Ces tribus-là, c'est de la poudre d'or des hommes. Des hommes, c'est-à-dire des captifs. Notamment ce que les dégâts appellent Yoma.
terme en langue d'Aigle, en langue des dégâts, qui veut dire captif, entre guillemets esclave bien sûr. Donc c'est ça, c'est comme ça. Et puis les dégâts ont participé aux guerres des Ashanti. Voilà, c'est clair. Ils ont participé aux guerres des Ashanti, puisque là, ils devaient fournir des troupes auxiliaires quand les Ashanti partaient en guerre et que justement le roi des Ashanti les sollicitait à cet effet-là. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Bon, il y a différentes péripéties de ces guerres-là où les dégâts sont obligés de fournir des troupes auxiliaires aux Ashanti. Voilà. Alors, le docteur Ouattara Mamadi Numche parle aussi de l'intrusion des Samori dans le Bana. Et que cela aussi a eu des conséquences sur le vécu des Modega. Voilà. En fait, ce sont les Sofa de Samori. Voilà. Lui-même, il n'est pas arrivé dans la zone, mais ce sont ces Sofa qui ont attaqué le Bana. Voilà. Donc, c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est l'arrivée de ces Sofa-là. Il écrit maintenant. Mais les Modega des Zagala, quant à eux, évoquent Samori Touré dans leur récit. Bon, en fait, il s'agit plutôt des Sofa de Samori. Voilà, des Sofa de Samori. C'est ce qu'il faut comprendre. Parce que lui-même, il n'a pas pu arriver dans ces zones-là. Voilà. Et que justement, cette incursion des Sofa de Samori a eu des conséquences sur la vie des dégâts. Et aussi, les dégâts aussi ont participé aux activités économiques, notamment aux échanges à travers le commerce. Parce qu'il y avait des pôles commerciaux, notamment Bondoukou, dans le Brondjama, Kintampo, dans le Gonja, etc. Et que, bon, les dégâts donc ont participé à ces activités économiques-là. Voilà, c'est comme ça. Donc, le docteur Ouattara Mamadi Numche donne également des informations sur ces activités, des dégâts, notamment dans le commerce, au niveau de ces villes commerciales comme Bondoukou et puis Kintampo. Voilà, c'est cela. Alors, je vous remercie. Bon, la partie sur la conquête française du pays des Dégâts, nous n'allons pas l'aborder. On sait comment ces colonisateurs sont venus commettre des crimes contre l'humanité. Et c'est eux qui aujourd'hui veulent se faire champions des droits de l'homme. Alors, je vous remercie. Donc, c'était la présentation, je peux dire, de la dernière phase à travers cette vidéo de la thèse de Ouattara Mamadi Numche sur les dégâts. Sa thèse est intitulée « Les dégâts, histoire d'un peuple entre Ère Gour et Ère Akan, des origines à la période coloniale ». Voilà. Donc, on voit bien que les dégâts, ils ont été beaucoup influencés par les Akans. Ça, c'est clair. Et puis, on a vu même certains de leurs rois, de leurs chefs qui avaient des noms Akans. Et puis, quand ils sont venus dans le Brondjama, en s'installant à Motiamo, Zagala et puis Boromba, bon, ils ont adopté la langue des Nkoran, c'est-à-dire le Koulango, comme langue de communication. Puisque beaucoup de Brondjama qui eux-mêmes dominaient la région vont utiliser la langue des Koulango, le Nkoran, comme langue de communication. Alors, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. J'ai été heureux notamment d'encadrer cette thèse-là du docteur Ouattara Mamadi Numche. Et j'ai pris pour lui pour qu'il soit, parce que c'est ce que je peux faire, pour qu'il soit recruté comme assistant. Il fera un très bon enseignant. C'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'autres que j'ai formés. Des jeunes gens comme des jeunes filles qui méritent vraiment d'être des enseignants, chercheurs dans nos universités. Voilà. Donc, l'université dans laquelle j'enseigne, c'est l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est à Cocody, c'est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.